Bonsoir à tous et à tous. Meilleurs vœux 2021 à tous ceux qui sont avec nous ce soir pour la première 2021 de Penser le présent, la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Marine von Schönbeck. Jeudi prochain, nous recevrons Pascal Rousseau pour son très beau livre Hypnose. Je le montre toujours à l'envers. Paru aux éditions des Beaux-Arts, et une hypnose qui fait aussi l'objet d'une belle exposition, d'une très belle exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes, même si c'est fermé pour l'instant. Et nous le recevrons avec Joris Lacoste, qui est auteur et metteur en scène, et nous aurons un dialogue, mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur Instagram, ce sera en Facebook Live, puisque nous avons la nécessité de passer des images, et puisque nous serons trois à dialoguer. Donc, je vous donne jeudi prochain rendez-vous sur le Facebook Live ou sur le Live Size pour les étudiants des Beaux-Arts. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, comme je vous le disais, de recevoir Marine von Schönbeck, qui est la présidente et cofondatrice de l'association Thanks for Nothing. C'est une association qui a été fondée en 2017 avec Blanche de Lestrange, Anaïs de Senneville et Anne-Sara Bénichou. Elle organise des projets artistiques et solidaires ayant un impact concret sur la société. En février dernier, c'est aussi cela qui a suscité le désir de recevoir Marine von Schönbeck ce soir, le Thanks for Nothing a été désigné lauréate de la consultation de la ville de Paris pour l'installation d'un centre d'art et de solidarité de plus de 4000 m² au cœur de Paris, qui ouvrira normalement en 2024. Marine von Schönbeck, en plus de diriger Thanks for Nothing et de l'avoir créé avec ses camarades, cités déjà, enseigne à Sciences Po. Elle est membre du conseil d'administration du centre Primo Levi, et de 2015 à 2018, entre autres choses, elle a été directrice de la galerie Chantal Crousel. Donc, bonsoir Marine. Je vais vous poser donc les questions que j'ai préparées pour ce dialogue sur art et philanthropie. Tout d'abord, comme vous êtes présidente de l'association qui cherche à rapprocher art et solidarité, comment est née l'association et quels sont ses objectifs? Alors, comme vous l'avez dit très justement, donc c'est une association qu'on a créée sous la forme d'un collectif de femmes en 2017, justement à un moment où j'étais directrice de la galerie Chantal Crousel et où, grâce à la galerie Chantal Crousel, on a impulsé notre premier projet qui s'appelait We Dream Under the Same Sky. Et donc, le but de notre association, ça a été finalement, et puis là, je vais revenir sur peut-être des aspects plus personnel, mais parce que ce projet, c'est aussi la synthèse de parcours professionnel, mais aussi de réflexion personnelle. Et puis, on va aussi aborder ces aspects-là pendant notre discussion. Et donc, ça a été de faire la synthèse, en fait, de ces deux volets de nos vies. Donc, comme vous le disiez très justement, c'est une structure que j'ai montée donc avec d'autres femmes, donc Blanche, Anaïs, Anne-Sara. Je voudrais, comme elles sont pas là ce soir, aussi parler un peu de leur carrière, puisque je vais aussi parler beaucoup de la structure en leur nom, mais aussi leur rendre un peu hommage et puis expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés dans ce projet finalement. Donc Blanche, par exemple, a été directrice adjointe de la FIAC et notamment de tous les projets hors les murs de la FIAC pendant 10 ans. Blanche, très concrètement, c'est une de mes amies. Je l'ai rencontrée lors de mes études à Sciences Po. Très tôt, on a monté des projets artistiques ensemble. Et finalement, en travaillant à la FIAC, elle a aussi ouvert un champ de réflexion qui est passionnant, qui était une première dans une foire d'art, c'est-à-dire de concilier une foire d'art comme la FIAC, très puissante, qui est avant tout un événement professionnel et marchand, mais elle a développé justement toute la programmation destinée au grand public, gratuite et accessible à tous. Et donc, elle a ouvert ce projet Derrière les murs, qui aujourd'hui est une évidence en fait dans le monde de l'art contemporain et des foires, qui est de mettre des œuvres dans l'espace public au moment d'une foire et de lier cet événement marchand à des institutions publiques. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place des partenariats avec le musée du Louvre, avec le musée d'histoire naturelle, avec le programme aussi qu'elle a mis en place aux Tuileries, au Petit Palais, où des artistes proposent des performances gratuites, accessibles à tous. Au Palais de la Découverte, l'année dernière, il y avait une très belle performance d'Oliver Beer notamment. Il y avait Cecilia Bengolia au musée du Louvre. Et tout ça, en fait, s'adresse au grand public dans une volonté, effectivement, d'ouverture, d'accessibilité à tous. Voilà, donc ça, c'est le parcours de Blanche. Aujourd'hui, elle est la directrice de la Fondation Art Explora, où elle travaille aussi cette notion de culture pour tous, qui s'adresse à tous. Anaïs,
dont vous avez parlé, a commencé sa carrière au musée du Louvre. Elle s'occupait de l'art contemporain et donc du dialogue de l'art contemporain avec Marie-Laure Bernadac et les collections du musée où, par exemple, elle s'est occupée de l'exposition de Michelangelo Pistoletto. Anne-Sara a un parcours plus marchand, puisqu'elle a d'abord travaillé dans la galerie de Nathalie Serroussi, et aujourd'hui, elle a créé sa propre galerie. Elle représente les artistes Chourou Kayesh, Julien Discrete, etc. Il y a aussi Charlotte, qui est une de nos associées, qui est installée à Zurich, et qui, elle, a pour le coup fait une trajectoire assez proche de ce qu'on a synthétisé avec Thanks. C'est qu'elle a commencé sa carrière dans le monde de l'art contemporain, puis elle a été vivre pendant 2 ans au nord du Kenya, à proximité du plus grand camp de réfugiés au monde, qui s'appelle le camp de Kakuma, où elle a créé une école de code informatique en partenariat avec l'université de Nairobi. Et en fait, elle a développé ce projet, qui est un projet véritablement qui donne des outils aux populations qui sont malheureusement dans ce camp de réfugiés, puisque petite parenthèse sur la question de l'accueil des réfugiés et du statut des réfugiés, en moyenne, un réfugié reste dans un camp pendant 17 ans, donc c'est quasiment une génération, c'est énorme. Et donc, ces camps étant totalement dénués d'accès à l'éducation, à la culture, malgré les projets humanitaires, elle a décidé d'implanter une école en dur, concrète, qui permet de faire cela. Puis elle est revenue en Suisse. Le projet suit son cours grâce à des financements qu'elle a obtenus et au partenariat de l'université de Nairobi. Et maintenant, elle s'occupe du Galerie Weekend de Zurich, qui fait le lien justement entre les institutions culturelles et le monde des galeries, encore une fois, le monde marchand. Et voilà. Et finalement, j'ai aussi pris ce temps pour parler d'elle parce que notre parcours a été jalonné de notre implication dans les institutions culturelles publiques. Moi, j'ai commencé ma carrière au Musée d'art contemporain à Chicago. Alors, c'est un cas particulier parce que ce sont les États-Unis avec des financements privés. Puis, j'ai rejoint Laurent Lebon dans son équipe de préfiguration pour l'ouverture du centre Pompidou-Metz, où je suis restée jusqu'en 2012. Ensuite, je me suis occupée des programmes destinés aux collectionneurs et aux institutionnels de la FIAC, puis la galerie Chantal Crouzel. Et finalement, dans tout notre parcours, on a navigué entre le secteur public et privé, le monde marchand et la culture qui s'adresse effectivement à tous. Et à côté de ça, et on vient à l'essence de ce projet, on était toutes très actives et militantes dans des projets associatifs et humanitaires. Et finalement, ouais. Oui, et pourquoi Thanks for Nothing? D'où vient ce nom alors Eh bien, ce nom, justement, il fait cette synthèse. Alors, ce nom, c'est le titre d'une œuvre de John Giorno, qui est une œuvre, un poème, en fait, une performance qu'il a réalisée à l'occasion de son 70e anniversaire, dans lequel c'est comme c'est comme des psaumes, il y a quelque chose de très, évidemment, enfin, qui se répète dans ce Thanks for Nothing, puisqu'il décrit un certain nombre d'éléments de sa vie et il décrit, en fait, l'ambivalence de la vie et de nos sociétés, qui est jalonnée, évidemment, d'inégalités, d'incertitudes, de combats idéologiques et en même temps d'un pragmatisme, d'une confrontation au réel. Et pour le coup, pour rappeler aussi une des choses qui nous a habité avec Thanks et qui nous habite encore aujourd'hui, c'est cette dualité entre, effectivement, un idéal, un fantasme presque au sens freudien du terme, et une confrontation au réel. C'est-à-dire comment est-ce qu'un idéal peut se confronter au réel et comment est-ce qu'on peut finalement, comme vous le disiez en introduction, avoir aussi un impact concret par les projets qu'on fait, les projets solidaires, pour se confronter à effectivement une société qui est jalonnée d'inégalités, d'un durcissement des situations de classe et qu'on voulait aborder. Et ça, cette réflexion, on la nourrit dans notre combat, je dirais, plus militant, plus personnel jusque-là, avec des associations, moi, beaucoup sur la question de l'accueil des réfugiés. Pour faire une petite parenthèse, moi, je viens d'un milieu familial extrêmement politisé, qui a construit toute sa vie autour de l'extrême gauche, du trotskisme et du marxisme. Donc, j'ai été biberonnée à ces concepts. J'en ai pas conservé l'engagement politique parce que ma place n'est pas, on n'a pas fondé un parti politique, hein, c'est pas ça. Mais évidemment, ce sont des choses qui nous ont nourris et travaillé et qu'on a essayé de traduire dans le champ culturel grâce à une plateforme, grâce à une association qui aborde aussi bien la création artistique que l'engagement social et humanitaire. En tout cas, il y a beaucoup de rouge dans le pull, dans les ongles. Ouais. Thanks for Nothing se définit comme une plateforme philanthropique. Donc, on l'a vu, elle rassemble les acteurs, on l'a vu aussi, du monde de l'art, les entreprises, les sociétés civiles. Vous défendez des projets citoyens et durables. Mais, alors, quelle différence faites-vous, puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui, c'est aussi art et philanthropie, entre philanthropie et mécénat? Alors, je pense qu'il y a même d'autres distinctions qu'il faut prendre en compte. Premièrement, nous, une des raisons pour lesquelles on a monté effectivement Thanks for Nothing et cette association,
parce qu'on a vraiment aussi choisi le statut associatif qui permet de penser les projets qu'on porte et de les nourrir avec la notion d'intérêt général qui est au cœur du statut légal d'une association. On l'a pensé parce que un des éléments qui nous a, je dirais, travaillé, c'est cette notion de charité. En fait, la charité, c'est un concept pour le coup totalement religieux, c'est l'amour de Dieu, c'est comment est-ce qu'on adore Dieu et comment est-ce que dans une vie ici-bas, on rachète ses péchés, on rachète son rang et on s'achète une nouvelle place dans l'au-delà. Alors nous, ce concept de charité, évidemment, il nous dérange considérablement parce que c'est un concept judéo-chrétien basé sur des considérations religieuses qui ne sont pas les nôtres. Nous, notre considération, c'est le glissement au moment de la Révolution française vers, grâce aux philosophes des Lumières, vers la notion de philanthropie, où là, on est dans un idéal qui est celui de l'amour de l'autre, du partage, etc. Et cette notion, elle évolue encore avec la révolution industrielle, cette fois au XIXe siècle, où en fait, la philanthropie devient une notion républicaine, enfin, les prémices de la République, avec la solidarité. Et en fait, nous, on voulait glisser de ce paradigme de charité, de philanthropie, vers la solidarité contemporaine. Et là, pour le coup, ce qui est très intéressant dans cette notion de solidarité, c'est qu'on passe en fait de la providence divine qui, selon son bon vouloir, aborde l'égalité, si tant est qu'elle puisse exister sur Terre, en tout cas selon des concepts religieux, et on glisse vers une notion plus seulement divine, mais la providence de l'État. Et donc c'est pour ça qu'au XXe siècle, on parle de l'État-providence et que la notion de solidarité, justement, elle est extraite en fait du discours juridique, puisque avant tout, la solidarité, c'était le lien entre un créancier et la personne qui devait une créance, donc une dette. Et finalement, cette notion légale s'extrait du champ juridique et intègre le discours politique pour montrer que l'égalité doit se jouer dans le champ politique et donc dans le champ de la loi. Et ça, c'est ça qui est important pour nous. C'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde culturel, il ne faut plus jamais aborder les projets selon une notion de charité. Il faut dépasser même la notion de philanthropie. Il faut glisser et rendre compte de tout ce que le XXe siècle a travaillé comme notion vers la solidarité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de projets artistiques et solidaires, parce que finalement, c'est une vision horizontale et non plus descendante de la chose. C'est une horizontalité où la voix de l'artiste, c'est beaucoup un terme qu'on emploie, et la voix des humanitaires de terrain qui sont au cœur des problématiques sociales et d'inégalité qui en rendent compte, peuvent s'exprimer au même niveau. Et donc, nous, c'est tout ce qu'on a voulu positionner dans le discours de Thanks, c'est ce glissement conceptuel qu'il faut aujourd'hui incarner et qui, on en reparlera certainement aussi, ne peut plus être incarné seulement par l'État, puisque l'État, malheureusement, n'est plus celui qu'il était dans les 30 Glorieuses. L'État se désinvestit d'un certain nombre de champs sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh bien, nous, on estime que le citoyen, la société civile, peut s'en emparer tout en conservant cette idéologie d'une solidarité évidemment horizontale. Très bien, oui. On va revenir sur tous ces points. Hein, de toute façon, on va approfondir. Là, je voudrais maintenant passer sur du concret. Un de vos coups d'éclat, c'est d'avoir investi le pont Alexandre III, que vous avez rebaptisé Pont des Échanges pendant la Nuit Blanche 2018. Donc, c'était un moment phare pour vous. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consistait l'ensemble de vos actions? Ouais, bien sûr. Alors, le pont des échanges, effectivement, c'est un projet qui a été très fort pour nous. Donc, au moment de la Nuit Blanche 2018, dont la direction artistique était assurée par Gaël Charbot, Gaël Charbot nous a confié un lieu absolument extraordinaire. C'est donc le pont Alexandre III. C'est vrai qu'on a beaucoup développé dans nos discours cette idée de créer des ponts, de créer des dialogues. Et donc, symboliquement, s'emparer d'un pont dans l'espace public, c'était évidemment très fort pour nous. À chaque fois qu'on pense des projets, on pense évidemment au contexte, à la situation. Évidemment, le concept de situationnisme est très important aujourd'hui et pour nous, il l'est aussi, c'est-à-dire qu'il faut penser le lieu sur lequel on est. Alors, le pont Alexandre III, c'est effectivement un pont entre deux rives, c'est un pont entre deux lieux dans Paris et c'est aussi un pont historique qui, au Moyen-Âge, les ponts de Paris servaient aux échanges. C'était des ponts de commerce où justement on nouait ces liens relationnels, commerciaux. Et donc, nous, on a voulu repenser cette notion d'échange, pas sous la forme d'un commerce, mais sur une notion contemporaine qui est un échange immatériel. Et donc, tout le projet du Pont des Échanges a été de créer cette possibilité de la rencontre
immatérielle grâce à l'art, grâce à la présence des artistes et grâce à la présence des associations. Puisque à chaque fois dans nos projets, il y a d'un côté une programmation culturelle et en dialogue, une programmation associative d'associations invitées. Et donc là, ça a été une réflexion très intéressante pour nous de nous dire comment est-ce qu'on peut installer sur ce pont une programmation d'artistes. On a privilégié donc des performances parce que justement, on voulait que ce soit des moments partagés avec le public, l'immense public de la Nuit Blanche, puisqu'il y avait une marée humaine. Alors ça, c'était absolument magique parce que au bout d'un moment, le projet aussi nous échappe quand justement on n'est plus dans un cadre institutionnel où là, voilà, la foule déboule littéralement sur le pont et puis réagit avec l'architecture des lieux, réagit avec le dispositif et les dispositifs qu'on a mis en place. Donc, on avait fait une programmation de 12 performances avec, par exemple, Marie-Claude Pietragala qui était là pour une des premières fois une performance dans l'espace public. Et de l'autre côté, on avait invité 5 associations comme la Fondation Abbé Pierre, comme Bibliothèques sans frontières, comme l'Atelier des artistes en exil, qui justement placent au cœur de leur positionnement associatif, la transmission via la culture. Bibliothèques sans frontières, on comprend très bien, le nom est très clair, l'Atelier des artistes aussi en exil. Et voilà, et donc ces deux programmations se nouaient, s'entremêlaient, grâce aussi à une très belle performance de Laure Prouveau, qui était une déambulation au milieu de tous ces visiteurs, s'entremêlaient. Et comme à chaque fois, nous, on veut aussi proposer, vous le disiez en introduction, un impact concret, on avait mis en place une collecte géante, en fait, d'objets culturels qui venaient servir les associations très concrètement et qui permettaient au public, là encore, de sortir d'une position de spectateur, mais d'être à la fois acteur de tout ce dispositif qui en lui-même était un projet conceptuel. Et donc, le soir de la Nuit Blanche, on a proposé à tout le monde de venir à la rencontre des associations, à la rencontre des artistes, de se fondre dans cette masse et dans ce flux qu'on avait créé, et aussi d'apporter, pour le coup de façon très concrète et pragmatique, un objet culturel, un livre, un instrument de musique, des crayons de couleur, du matériel de beaux-arts qui était offert, donné aux associations et qui venait alimenter leur travail au quotidien. Et pour donner que ce chiffre qui était absolument magique, on a collecté plus de 35 000 ouvrages pour Bibliothèques sans frontières. Et là, on a aussi fédéré tout le monde de l'art en amont, puisqu'on a dit, voilà, tout le monde ne pourra pas être sur le pont ce soir-là. Et donc, on a sollicité plus d'une trentaine d'institutions culturelles, comme le Palais Tokyo, le Musée Picasso, le Centre Pompidou, qui ont participé à cette collecte en amont. Et chacun a offert des milliers d'ouvrages qui malheureusement étaient stockés et donc n'étaient pas vendus. Voilà. Et donc, on a aussi sauvé tous ces ouvrages d'un stockage silencieux. Et finalement, ils ont repris vie sur ce pont et avec les associations qui, évidemment, étaient en plus très heureuses d'avoir toute une collection d'ouvrages de beaux-arts que normalement, on leur donne assez peu parce que finalement, peu de gens ont aussi ça dans leur bibliothèque et sont en capacité de les donner. Donc, c'était aussi venir compléter justement là cette bibliothèque de beaux-arts pour une association comme Bibliothèques sans frontières. Et donc, c'était la plus grande collecte jamais réalisée par eux, ce qui, évidemment, en plus de toute la programmation qu'on avait mis en place, était un soutien concret et finalement assez simple à mettre en place et sous la forme d'une économie aussi vertueuse parce que les centres d'art et les musées qu'on avait sollicités étaient aussi très heureuses de ne pas envoyer ces livres au pilon, de ne pas les détruire et qu'ils puissent avoir une seconde vie grâce à ce projet. Et Marine von Schonbeck, donc avec votre association 5 for Nothing, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez réalisés dont vous êtes particulièrement fiers? Bah, alors, je pourrais parler pendant des heures de tous nos projets parce que le projet Thanks for Nothing, c'est vraiment un projet qui nous anime. Alors, j'ai parlé de la façon dont on travaillait avec mes camarades. Elles ont gardé leur activité. Moi, je suis dédiée à plein temps à ce projet. J'ai quitté mon poste de directrice de la Galerie Chantal Crousel pour faire ça. Concrètement, ça veut dire que je n'ai pas eu de revenus jusqu'à aujourd'hui, en fait, sur ce projet. Donc, c'est vraiment un investissement énorme. Donc, oui, je rassure nos auditeurs, nous rémunérons nos invités. Ah non, mais ça, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement énorme. Et donc, effectivement, tous les projets qu'on a pensés, qu'on a mis en œuvre et qui ont fonctionné et qui ont tracé un sillon, je dirais, d'idées, et de pragmatisme, évidemment, nous rendent très heureuses. Moi, je repartirai du premier projet, We Dream Under the Same Sky, qui a vraiment défini
les lignes qu'on voulait tracer, c'est-à-dire des projets gratuits, accessibles à tous, qui mêlent véritablement la programmation artistique et l'engagement des associations. We Dream, et j'ai là le catalogue. Et ça, c'était en quelle année, Marine von Schönbeck, c'était en quelle année? Alors, c'était en 2017, c'était en septembre 2017. 2017. En fait, grâce à la Galerie Chantal Crouzel, on a sollicité plus d'une trentaine d'artistes contemporains qui ont offert des œuvres pour organiser une vente aux enchères. Mais tout de suite, ce qu'on a voulu faire, c'était une grande exposition au Palais de Tokyo. Et grâce à Jean de Loisy, il nous avait mis à disposition gracieusement un espace au Palais pour qu'on puisse présenter ses œuvres et inviter les associations. Et je pense que là, on a trouvé le format, pour le coup, qu'on voulait véritablement mettre en place, c'est-à-dire que la vente aux enchères venait de façon très concrète financer les projets des associations, mais en amont de cela, on a organisé cette exposition pendant laquelle on a accueilli plus de 5000 personnes. Et les associations étaient au cœur du projet, étaient présentes tous les jours, avaient des tables rondes tous les jours, s'exprimaient et au-delà des fonds qu'on a récoltés, puisque là, il faut effectivement que je le mentionne, on a récolté plus de 2 millions d'euros grâce à cette vente aux enchères, qui ont financé énormément de projets dont je pourrais aussi parler. Au-delà de ces 2 millions d'euros qui sont considérables et qui ont changé la vie des associations pendant les 3 dernières années pendant lesquelles on les a financées, il y avait aussi une instance de légitimation de leur discours grâce à une structure comme le Palais de Tokyo. Parce que ces associations, elles ont évidemment un rôle concret sur le terrain en tant qu'humanitaire, mais elles ont aussi un rôle de plaidoyer qui est très fort auprès des politiques. Et pour une fois, elles étaient dans un lieu culturel, reconnu, entendu, comme le Palais de Tokyo, et donc le plaidoyer qu'elles portent au quotidien était aussi valorisé et symboliquement soutenu. Et ça, c'est des instances de reconnaissance aussi auxquelles ces associations n'avaient pas accès. Et donc nous, ce qu'on veut aussi développer, c'est ce type de collaboration, un financement concret, pragmatique, et en même temps de la légitimation et un soutien sous la forme de plaidoyer. Vous travaillez avec les entreprises. Vous savez que les entreprises, il y a un concept qui est beaucoup étudié, c'est celui de la responsabilité sociale des entreprises. C'est un concept qui n'est pas évident, qui a mis longtemps à s'imposer dans les entreprises. Beaucoup, pour les libéraux, ça n'avait pas de raison d'être. On devait s'intéresser avant tout à la réussite de son entreprise, mais l'entreprise n'avait qu'une responsabilité de réussir, disons, à atteindre ses objectifs, mais pas de responsabilité sociale. Vous semblez mettre au cœur de vos problématiques, si je ne me trompe pas, cette responsabilité sociale en la pointant, en demandant aux entreprises qui vous aident. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Est-ce que pour vous, c'est un concept opérant ou vous en avez un autre que vous utilisez à la place? Alors, effectivement, le concept de responsabilité sociale des entreprises, c'est un concept, pour le coup, qui émerge dans les années 80, mais qui aborde aussi la question de la responsabilité environnementale et de l'impact, en fait, des entreprises sur la société. Alors, c'est un concept qui, effectivement, qui permet de tirer plein de fils et qui, par conséquent, peut être assez incomplet. C'est-à-dire que la responsabilité sociale des entreprises permet de légitimer une partie des actions des entreprises. Ça, on est tout à fait conscient de ces aspects-là. En même temps, c'est aussi responsabiliser justement les entreprises sur leurs actions. Alors pour le coup, si on réfléchit en termes marxistes, le principe d'une entreprise étant de dégager du profit et étant de créer de la valeur sur l'exploitation du travail de ses employés ou de ses salariés, eh bien là, il y a un écueil qui est le fondement du capitalisme qu'on ne peut pas modifier, où on se positionne en tant que révolutionnaire. Nous, la position qu'on a, c'est une position plutôt de réformateur, c'est-à-dire que la responsabilité des entreprises peut avancer. Et c'est dans cet ordre que nous, on veut faire avancer les choses. Mais on ne veut pas que la responsabilité sociale des entreprises soit là pour effectivement faire ce qu'on voit et ce qu'on voit nous aussi parfois quand on est sollicité par des entreprises, c'est-à-dire du greenwashing, du social washing, etc. Il faut qu'il y ait évidemment un fondement structurel et il faut que l'entreprise soit en capacité de créer un système au sein de son entreprise et qu'elle ne fonctionne pas par événement, par à-coup, parce que sinon on sait qu'on ne construit pas un système. On construit un système en construisant des bases, une réflexion globale qui se décline à tous les échelons et dans toutes les composantes d'une entreprise. Et donc, nous, ce qu'on veut faire avec les partenaires sous la forme de mécènes, parce qu'effectivement, on a eu un certain nombre de mécènes qui nous ont soutenus, c'est de leur indiquer qu'ils viennent participer à un projet qui est le nôtre, qu'on définit en amont, c'est-à-dire que avant de solliciter une entreprise, on a
trouvé la situation, le cadre, la programmation artistique et la programmation associative qu'on voulait mettre en place. On sollicite une entreprise qui peut venir soutenir ce projet. Mais ce n'est jamais dans l'ordre inverse. Et on va un peu plus loin, c'est-à-dire que quand une entreprise participe avec nous de ce projet-là, on construit avec elle une réflexion poussée effectivement sur les questions sociales, mais aussi les questions environnementales et les questions, je dirais presque politiques en fait, qui se jouent au sein d'une entreprise. Parce qu'une entreprise est aussi une micro-société. Et comment est-ce que les rapports de pouvoir peuvent s'instaurer là-dedans? Et finalement, on demande une adhésion à ce que nous on construit et qui soit traduite dans un cadre entrepreneurial. Et donc moi je pense que c'est là que se joue le glissement vers la responsabilité sociale des entreprises, qui aujourd'hui n'est pas un cadre coercitif. C'est pas une obligation pour une entreprise de se doter d'un cadre de RSE. Et nous, c'est là effectivement que on aimerait que, sans être une obligation pour l'instant, ce soit finalement une norme. Parce qu'avant d'être une obligation légale, eh bien, il y a un combat d'idées qui se joue dans la société, qui est un combat de la norme. Et qu'est-ce qu'on trouve normal et qu'est-ce qui, à un moment donné, se traduit légalement dans un système politique. Et nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est effectivement un ordre normal, enfin, pas normal au sens qu'est-ce qui est normal, mais normé, pour le coup, dans un sens plus sociologique du terme, un cadre normé de ce qui après peut se traduire dans le champ politique par la loi. Mais je l'ai redit, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous traçons les sillons qui peuvent alimenter effectivement un cadre légal mis en place par le politique. Et pour revenir aux questions plus artistiques, cette fois-ci, vous savez que vous avez été attaqué aussi, vous avez des détracteurs qui disent que cette philanthropie, elle est une manière de dépolitiser l'action artistique. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Ce que je répondrais à ça, c'est évidemment plusieurs choses. Premièrement, et je pense que parmi les étudiants aux Beaux-Arts, beaucoup se sont posé cette question, c'est-à-dire là encore, il faut se poser la question du situationnisme. Quand on est un artiste et qu'on crée, est-ce qu'on crée en fonction du cadre dans lequel on crée? Moi, je pense qu'on trace justement un sillon, une réflexion, et pour le coup, j'y reviens Alain, mais vous savez mon attachement au discours de Freud. J'y reviens. Freud, dans Totem et Tabou, il a une définition aussi de la pratique artistique que je trouve moi très intéressante parce qu'elle a aussi nourri nos réflexions chez Thanks, qui est de dire que la position de l'artiste, c'est celui qui s'autorise à penser en dehors de la norme et qui s'autorise aussi à faire une synthèse entre le fantasme, l'idéal et la création, le faire avec ses mains, le savoir-faire. Et je pense que le travail des artistes peut se déployer dans un cadre de financement public, de financement privé, et que l'hybridation est, je pense, aujourd'hui le schéma dans lequel nous sommes, et il faut le prendre en compte. Et je pense que le financement privé ne vient pas ternir le travail des artistes, de la même façon que je pense que le financement public ne vient pas le ternir non plus. Mais je pense qu'un équilibre entre les deux peut être sain, et pour être tout à fait honnête, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui. Je veux dire, quand on voit, et là je vais aller sur un champ plus politique, mais quand on voit le désinvestissement de la sphère publique dans les activités culturelles, je crois que ce programme est financé aussi par la Société Générale. Je crois la Fondation de la Société Générale. La Fondation de la Société Générale. Je pense que cette hybridation entre un service public et des entreprises privées est la clé de la réussite aujourd'hui, à un moment donné où l'État-providence dont on parlait au début de notre entretien n'est plus une réalité. Je veux dire, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés ne fait que nous démontrer ça avec une violence sans nom. Alors peut-être que de cette violence sortiront des réactions. Et nous, on est beaucoup dans cette optique de réagir par rapport à une situation. La crise des réfugiés, on a réagi en pensant ce projet We Dream. La crise sanitaire, on y a réagi aussi à notre façon. Mais quand on voit aujourd'hui les désinvestissements de l'État face à la culture, que les musées soient encore aujourd'hui fermés, quand les grands magasins sont ouverts, quand les lieux religieux sont ouverts, on ne va pas refaire le débat et ce n'est pas l'objet de ce soir, mais le désinvestissement de l'État est réel. Eh bien, il faut aussi avancer de façon pragmatique et aller chercher de bons partenaires qui ne viennent pas contrarier le travail des artistes, puisqu'ils arrivent après ce travail. Et donc, moi, je pense qu'il faut effectivement placer chacun des intervenants au bon endroit. L'artiste doit être libre de sa création, le financement doit être géré par des intermédiaires que nous sommes. Et c'est à nous de créer ce cloisonnement
entre le travail des artistes et le travail des structures. Et nous sommes là pour justement être les garants de cette indépendance de l'artiste et j'allais dire aussi, puisque nous, on parle beaucoup des associations et de l'indépendance des associations. Nous devons être les garants de cela. Et c'est pour ça qu'en tant qu'intermédiaire, nous devons fractionner les choses et cloisonner les choses. Et évidemment, choisir, c'est-à-dire que nous ne travaillerons pas avec n'importe qui. Donc, voilà. Donc moi, je pense que non, c'est pas une question de dépolitisation, c'est une question de cloisonnement, d'intermédiation et de laisser des espaces et que voilà, les artistes doivent rester dans leur position et les intermédiaires comme nous doivent faire ce travail d'hybridation qui est une nécessité. On va revenir au projet des grands voisins. Ça, vous l'avez nommé autrement, je crois. Hein. Ça a un autre nom, c'est la collective. Voilà, la collective, voilà, qui a un beau nom, qui résume tout ce que vous venez de ce sur quoi on vient d'échanger. Mais alors là, il y a encore un sujet qui fâche, c'est-à-dire que dans les discussions que j'ai eues pour préparer notre rencontre, je me suis aperçu que certains reprochent à votre association de travailler avec la COGEDIM, qui aurait repris, bon, je refais le résumé, hein, c'est-à-dire que la mairie de Paris dispose d'un patrimoine immobilier, elle n'a pas la possibilité d'en avoir la gestion, donc elle a fait appel à des ensembles, des groupes immobiliers et qui se sont associés à votre association, par exemple, pour présenter des projets. Et l'on dit que cette COGEDIM, hein, qui pour l'instant travaille avec vous, ne s'est investie que dans un but purement mercantile et qu'ensuite elle se désintéresserait du projet. Que pensez-vous des gens qui vous soupçonnent ces groupes immobiliers? Comment allez-vous réagir? Comment les choses vont se passer dans la négociation avec ces groupes qui sont des maîtres d'œuvre, qui sont effectivement qui ont des objectifs qui ne sont pas les vôtres? Alors, je voudrais du coup revenir peut-être sur ce qu'est le projet et sur la façon dont il s'est monté, parce que la meilleure réponse, ce sont souvent les faits. Alors, ce projet, donc c'est un projet effectivement qui a été lancé sous l'appel d'un appel à projet par la ville de Paris. La ville de Paris a ce patrimoine foncier qui, en l'occurrence, est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. L'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été fermé il y a maintenant 5 ans. Pendant ces 5 années, la ville de Paris a mis à disposition cet établissement, qui est un établissement patrimonial, à des associations, des acteurs culturels. Donc, ça a mené à ce tiers-lieu, qui était un lieu extrêmement intéressant, monté par l'association Yes We Camp, Aurore, et qui a permis en fait d'ouvrir, et Plateau Urbain, pardon, qui a permis d'ouvrir la voie à effectivement un tiers-lieu en plein cœur de Paris, notamment beaucoup soutenu par la mairie du 14e et sa maire Karine Petit. Ce projet est arrivé à terme tout simplement parce que c'était une occupation temporaire et que la ville de Paris se doit de rénover ce lieu qui malheureusement est dans un état de délabrement qui nécessite une très importante rénovation. Donc ce patrimoine foncier, la ville de Paris aujourd'hui n'avait pas les capacités de le rénover elle-même. On peut prendre l'exemple de la Bourse du commerce de la collection de Pinault. C'est effectivement aussi cela qui s'est mis en place entre François Pinault et Anne Hidalgo. C'est l'incapacité de la ville de rénover ce lieu qui a permis de céder ce lieu pour en faire un lieu culturel qui devrait ouvrir à la fin du mois. On espère que les lieux réouvriront. Et donc la ville de Paris a fait un appel à projet extrêmement contraint puisqu'elle était face à une situation très claire, c'est-à-dire soit laisser ce lieu en friche, soit le vendre tout simplement à un promoteur qui en aurait fait des logements, des commerces, etc. Ou alors créer un appel à projet très fléché. Et donc l'appel à projet que la ville de Paris a mis en place, c'est un appel à projet extrêmement clair sur, premièrement, la rénovation de ce patrimoine, la création d'un concours architectural international pour créer un nouveau bâtiment architectural dans Paris qui abriterait un centre culturel, un nouvel équipement culturel pour Paris. Troisièmement, un ancrage, un souci environnemental extrêmement poussé avec la rénovation qui réemploie des matériaux et un bâtiment zéro déchet pour le nouveau bâtiment construit. Et enfin, une mission sociale et je dirais
destiné au grand public, qui est d'avoir un lieu ouvert à tous, destiné au grand public et dans lequel nous, on est venu s'inscrire. Et donc, concrètement, l'appel à projet était destiné effectivement avant tout aux promoteurs immobiliers en capacité de rénover ce lieu, en capacité de créer des logements, de les vendre. Parce que là encore, il faut être pragmatique, les promoteurs immobiliers ne sont pas des associations humanitaires de terrain. C'est des gens qui ont un patrimoine foncier, le divisent en lots et le revendent avec profit. Donc ça, c'est la réalité des promoteurs immobiliers. Donc la ville de Paris a fait appel à des promoteurs immobiliers, mais en leur imposant le fait de se doter d'une équipe culturelle qui viendrait penser sur plus de 4000 m². Donc c'est un lot de 12 000 m², très concrètement. Il y a 8 000 m² destinés à des habitations et des commerces, et il y a 4 000 m², donc c'est-à-dire un quart, qui est destiné à un centre culturel. Et donc, Cogedim nous a appelés, on nous a proposé de faire partie de ce lieu. Et donc, nous nous sommes dit, puisqu'on était jusque-là, on crée des événements, mais sans être ancré dans un lieu, c'était notre volonté première. On s'est dit qu'après 3 ans d'activité, on était en capacité de s'ancrer dans un lieu, qu'on avait tracé des sillons idéologiques, intellectuels, artistiques et solidaires qui nous permettaient de faire la synthèse à présent dans un lieu. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de pousser, j'ai envie de dire, encore plus loin cet appel à projet. C'est-à-dire que le cahier des charges demandait un équipement culturel. Donc, nous, concrètement, on va défendre et on va créer un centre d'art de plus de 1000 m² qui accueillera 2 expositions par an. On crée des résidences d'artistes, ce qui n'était pas imposé, ce qui n'était pas demandé, mais c'est notre choix, des résidences d'artistes pour accueillir en résidence plus d'une dizaine d'artistes internationaux et de penseurs internationaux dans ces espaces. On a un espace polyvalent où on pourra faire des conférences, des projections, etc. Et le reste des espaces, on a décidé de ne pas l'occuper nous. Pourquoi? Parce que justement, depuis le début de notre projet, on a décidé de faire de la place aux associations avec qui on travaille. Et donc, très concrètement, la moitié des espaces, on les a confiés, premièrement, à Emmaüs Solidarité, qui va créer un centre d'hébergement d'urgence pour des femmes réfugiées et victimes de violences. Deuxièmement, le restaurant qui faisait partie du cahier des charges, on ne l'a pas confié à un restaurateur lambda, on l'a confié au Refugee Food Festival qui travaille à remettre en selle les chefs réfugiés en France. Et troisièmement, on a confié un espace très grand à Make Sense, qui est un incubateur social, qui en fait est là pour accompagner des associations de leur démarrage jusqu'à leur montée en puissance et qui, par ailleurs, a des soutiens de nombreuses associations dans des activités ouvertes à tous. Donc en fait, on a décidé que la part culturelle ne devait constituer que la moitié de ce projet et que la part sociale devait constituer l'autre moitié. Donc en fait, on a été encore plus loin que l'appel à projet de la ville de Paris. Et encore une fois, ce n'était pas une nécessité, c'est nous qui avons porté ça. Et on a finalement décidé de travailler sous la forme d'une collective. Et donc là encore horizontale, où chacun a sa responsabilité à prendre. Et que finalement, c'était dans ce dialogue et dans cette intégration réelle des associations qu'on pouvait faire bouger les lignes. Et donc pour revenir à votre point initial, Cogedim fait partie de ce projet. Ils sont là encore à leur place, qui est celle de rénover, de construire et de vendre de l'immobilier. Nous, notre place, ça a été de faire de la place à des associations qui aujourd'hui ont finalement très peu de place aussi dans des institutions culturelles. Parce que bien sûr qu'il y a des départements des publics et pour avoir travaillé au Centre Pompidou, je sais à quel point c'est une dynamique importante. Mais nous, on voulait aller encore un peu plus loin en disant ce ne sont pas les associations qui vont être accueillies dans les espaces culturels. Les associations, elles font déjà partie de ce pôle culturel et solidaire qu'on construit. Et donc là encore, on ouvre et on espère qu'on ouvrira justement vers une forme de nouvelles normes dans lesquelles les associations peuvent être intégrées. Il y a un dispositif qui nous a beaucoup intéressés pendant la phase de réflexion du concours, qui est à la Tate, à Londres. Le premier étage de la Tate, depuis 2 ans, est consacré à l'accueil exclusif d'associations. Et chaque conservateur, enfin curateur de la Tate, doit aller installer son bureau pendant au moins 6 mois au cœur de la vie des associations. Et donc ça, pour nous, c'était très intéressant de dire que finalement, ce ne sont pas aux curateurs d'aller chercher les associations et d'être toujours, encore une fois, dans cette forme de charité où, en fait, on vient, on dit, ah ben, venez, les associations, faire une visite dans les institutions culturelles. Évidemment, c'est nécessaire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller un peu plus loin en mettant les associations au cœur d'une politique culturelle institutionnelle? Ben, nous, c'est ce qu'on prône et, en l'occurrence, notre espace d'exposition sera directement
connectés aux ateliers d'artistes et à l'espace d'accueil d'urgence de Emmaüs Solidarité pour ces femmes. Donc en fait, les premières personnes avec lesquelles on travaillera au quotidien, ce sera aussi tout ce tissu associatif. Et ça, c'est une nouveauté. Et en tout cas, c'est un discours qu'on a véritablement défendu très fortement avec la ville de Paris et avec Cogedim, parce que c'était pas simple de le défendre ni auprès de l'un ni auprès de l'autre. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a poussé en disant que ça devait rester notre colonne vertébrale et qu'on n'allait pas transiger sur ce point-là. Et justement, Marine von Schonbeck, quand il y a un conflit avec Cogedim, parce que comme il y a des intérêts qui sont très divergents, il peut y avoir évidemment des éléments communs, on l'espère, mais qui arbitre alors? C'est la ville de Paris? Vous avez un cabinet juridique qui vous soutient? Comment ça fonctionne? Ou c'est juste de la négociation? Et c'est difficile de négocier quand on a des groupes aussi puissants. Alors, ce projet, c'est un projet qui effectivement. Alors, c'est un projet, il faut le dire tout de suite, c'est un projet extrêmement innovant. C'est-à-dire que l'ampleur de ce projet-là est assez nouveau pour l'ensemble des acteurs. C'est nouveau pour Cogedim, c'est nouveau pour la ville de Paris et évidemment, c'est nouveau pour nous, vous vous en doutez bien. Donc, c'est pour ça que la ville de Paris a voulu cadrer au maximum dès le démarrage et donc dès l'appel à projet et le rendu du concours et l'oral que chacune des équipes défendant son projet a voulu porter, a cadré au maximum. Donc en fait, l'oral et le rendu du projet a consigné de façon à donner des responsabilités à chacun. Donc ça veut dire qu'on s'est engagé, chacun, Cogedim, Thanks for Nothing et l'ensemble des partenaires que nous avons invités à participer au projet, nous devons de respecter un certain nombre de champs. Si nous ne les respectons pas, que ce soit Cogedim ou nous, la ville de Paris nous demandera des comptes. Et donc ça, c'est un cadre qui a été posé dès le moment du concours et sur lequel on ne peut pas revenir. Donc, il y aura un centre culturel, il y aura le centre d'hébergement d'urgence d'Emmaüs et tout ce que je viens de décrire. Et si les changements ne sont pas... si cette évolution et des changements sont appliqués, bien sûr, c'est la puissance publique, c'est la ville de Paris qui est là pour être le garant de ce système. Et aujourd'hui, de façon très concrète, je vais vous expliquer comment ça marche. Aujourd'hui, on avance avec Cogedim, par exemple, sur le volet architectural. Là, on est en plein dans le pré-permis de construire. C'est-à-dire qu'on valide l'usage des espaces et donc ils doivent être conformes à la façon dont on va les utiliser. Nous, pour faire des expos, pour accueillir des artistes, le Refugee Food Festival pour faire de la cuisine, Emmaüs pour accueillir des femmes réfugiées. Donc, les espaces doivent être conformes aux usages. Et ça, évidemment, nous négocions des choses, nous revenons sur des points, mais en tout cas, la ville de Paris est là pour effectivement arbitrer si des choses sont faites selon un usage qui ne pourra pas être propre. On dit un usage impropre à l'utilisation une fois l'établissement ouvert. Donc, la ville de Paris est là pour arbitrer. Concrètement, la ville de Paris ne finance rien de cette opération. C'était un des aspects principaux de cet appel à projet, c'est de dire tout cela doit relever du financement privé. Et donc, vous devez aussi nous montrer un nouveau modèle économique, ce qui a été très difficile pour nous aussi de réfléchir selon un nouveau modèle économique. Mais finalement, les grands voisins avaient mis en place un nouveau modèle économique et on s'en est beaucoup inspiré pour notre projet. Donc, mettre en place un nouveau modèle de financement économique sans financement de la ville de Paris. On peut avoir des financements publics du ministère, donc de l'État, de la région, de l'Europe, etc., qu'on vient compléter par du mécénat, premièrement, et troisièmement, par des ressources propres. Et dans le mécénat, Cogedim, et là c'est un point qui évidemment est très important, s'est engagé, au-delà de tout ce que je viens de décrire, à financer sous la forme d'un mécénat très important le projet de la collective pendant les 3 premières années. Et ça, c'est un engagement contractuel établi avec nous et la ville de Paris. Et donc, l'engagement est à hauteur de plus de 400 000 euros par an sur les 3 premières années que Cogedim viendra apporter. Et donc, ça, c'est un engagement qui est évidemment fort. Il n'y avait aucune obligation de la part de Cogedim de faire cela. Ils l'ont fait. Alors, vous pouvez me répondre que c'était pour gagner l'appel à projet. Peut-être. Peut-être aussi que c'est ce qui a permis de donner de la visibilité et aussi je dirais, de la lisibilité sur le temps long. En tout cas, cet engagement de mécénat est important et n'était pas une obligation. Donc, il faut aussi le noter. Donc, voilà. Donc, les rapports que nous avons, c'est cela, c'est-à-dire que l'arbitre est évidemment la puissance publique.
Et Marine von Schonbeck, vous dites vous-même que vous allez devoir vous financer, donc le budget est relativement important. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé symboliquement comme on l'a vu dernièrement, avec le laboratoire Sackler, qui est responsable du scandale des opioïdes, qui a financé de nombreuses expositions. On a vu l'action de Nan Goldin, qui a refusé de participer aux expositions financées. Bon, vous savez qu'à la Serpentine, il y a une Elsa Claire. Enfin voilà, donc vous pouvez être instrumentalisé parce qu'il y a cette histoire de défiscalisation aussi, hein, donc on peut avancer. Vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé sur ces affaires d'abord symboliquement, mais aussi en termes de fiscalité. Alors, ma première réponse, c'est que l'instrumentalisation nécessite une méconnaissance du dispositif dans lequel on se positionne. C'est-à-dire que pour être instrumentalisé, il faut aussi ne pas avoir conscience d'un certain nombre de choses. Moi, ma première réponse, c'est qu'on a conscience des dispositifs dans lesquels on s'ancre. C'est-à-dire que la loi sur le mécénat, qui a été mise en place par Jean-Jacques Ayagon en 2003, est une loi extrêmement incitative qui vient rendre compte dans le domaine légal d'un certain nombre de dispositions fiscales qui préexistaient. Mais elle établit le fait que des entreprises, grâce à un soutien aux associations, et là c'est quand même très important de le préciser, c'est pas un soutien à la culture, c'est un soutien aux associations reconnues pour leur intérêt général et leur implication dans l'intérêt général, et même dans le cas des fondations, c'est la notion d'utilité publique. Donc, il y a évidemment un certain nombre de critères qui définissent qu'on peut bénéficier de cette défiscalisation. C'est-à-dire que moi, en tant qu'association, aujourd'hui, il faut que je fasse la démonstration à la puissance publique de mon utilité publique, de l'intérêt général que je défends dans mes projets, et ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui met en place une association demain n'a pas forcément l'autorisation de défiscaliser. Il faut en faire la démonstration. Et ça, cette démonstration, elle est renouvelée chaque année par la préfecture, par le ministère des Finances publiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc une fois qu'on a fait la démonstration de cela, a priori, c'est parce que les missions sont remplies, on peut évidemment défiscaliser. Donc, la loi de défiscalisation, c'est quoi? C'est aujourd'hui, quand on donne 100, on peut défiscaliser 60, à condition qu'on paye des impôts quand on est un particulier ou qu'on paye des impôts quand on est une entreprise. Ce qui n'est pas du tout le cas ni de tous les particuliers qui donnent, ni de toutes les entreprises qui donnent. Parce que très concrètement, aujourd'hui, l'essentiel des mécènes que nous avons eus n'étaient pas des très grandes entreprises, c'était plutôt des fondations, c'était plutôt des petites structures qui voulaient s'engager et qui concrètement ne bénéficiaient pas d'une remise sur l'impôt et de défiscalisation parce qu'elles ne payaient pas d'impôts suffisants pour bénéficier de cette défiscalisation. Donc ça, c'est un premier point qui est le cadre juridique. Ensuite, sur l'instrumentalisation, je dirais plus idéologique, ce que vous disiez évidemment est essentiel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, comme je vous le disais, d'abord, on pense nos projets, notre programmation artistique et associative, et ensuite, on va solliciter des partenaires. Et c'est jamais l'inverse. C'est-à-dire qu'on va jamais solliciter une entreprise en disant qu'est-ce qu'on peut venir cocher comme case avec vous. Ça, c'est une toute autre démarche. Et évidemment, on est très soucieuse des structures avec lesquelles on s'associe. En l'occurrence, si je regarde nos partenaires, c'est beaucoup des partenaires du monde culturel. C'est Sotheby's qui nous a permis d'organiser une vente aux enchères caritative récemment. Ça a été Christie's, ça a été la collection effectivement Pinault, ça a été le Perchoir, qui est un de nos partenaires depuis le début de notre projet, qui a, donc, comme vous savez, des restaurants, des bars, etc. Ça a été le fonds de dotation Agnès B, ça a été la marque de champagne Ruinart, etc. Et à chaque fois, on s'est assuré que, d'une part, comme je le disais en introduction, il y avait une adhésion au projet qu'on défendait. Ensuite, il y avait au sein de ces structures un engagement qui était réel et qui courait sur le long terme, puisque moi, je crois beaucoup aux faits et au faire, comme dit Thomas Hirschhorn, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le temps long et comment on s'engage sur le temps long. Ça, c'est un indicateur qui, en général, est précieux. Et, par exemple, en effet, c'est poser la question chez nous de certains soutiens que nous n'avons pas acceptés. Et pour être très clair, nous n'accepterons pas effectivement une participation d'Assaut Armement ou Aviation dont on sait
le financement d'activités qui, nous, ne correspondent pas à notre idéologie. Total, je pense que nous ne prendrons, enfin, c'est pas je pense, et nous ne prendrons pas de l'argent de la Fondation Total. Voilà, il y a des structures comme ça, je suis capable de les nommer, nous sommes toutes capables collectivement, puisque nous sommes un collectif, encore une fois, nous sommes toutes capables de les nommer en disant que nous ne travaillerons pas avec ces acteurs-là, parce qu'évidemment, elles présentent des limites évidentes. Avec certaines autres structures, il est possible d'engager le dialogue et surtout, il est possible d'engager un dialogue de restructuration et justement de responsabilité sociale et environnementale que grâce à un premier projet amorcé avec Thanks for Nothing, on peut amorcer sur le temps long avec une structure. Et la nécessité de choyer les mécènes, est-ce qu'elle n'entraîne pas une transformation de l'art vers le divertissement du type repas, concerts, sorties diverses, etc. Est-ce que c'est pas un danger, ça, pour l'art? Alors, bah si, moi je pense que c'est tout à fait un danger, en effet. C'est-à-dire que l'art n'est pas juste événementiel. Alors, est-ce que c'est un divertissement? Le mot, effectivement, n'est pas approprié. Mais non, alors, c'est un danger. Maintenant, justement, c'est encore une fois là où on met le curseur. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'année dernière, on a organisé un certain nombre de projets mais qui ne sont pas là pour répondre à une nécessité de mécène. Si on prend l'exemple du concert qu'on a organisé avec, par exemple, Mathieu Chédid au Trianon, c'était un projet qui permettait de venir financer le fonds de dotation Merci, qui agit notamment sur la question de l'accueil des réfugiés, et qui était un moyen, là encore, de lever des fonds, de soutenir les associations. Voilà. Et en fait, nous, on se fixe jamais un cadre organisationnel, je dirais, restreint. C'est-à-dire qu'on peut organiser des expos, on peut organiser des concerts, on peut organiser des rencontres, on peut organiser des workshops, des débats. On a fait un colloque sur la question de l'art et de l'engagement au musée du Louvre. Mais il ne s'agit pas de divertir un mécène. Et là encore, le cadre légal de la loi de 2003 de Jean-Jacques Haragon sur le mécénat fixe un certain nombre de contreparties qui sont souvent des contreparties de visibilité, comme la mention d'un logo, voilà, qui est évidemment intégré dans l'essentiel des structures qui bénéficient de mécénat. Et après, on fixe effectivement le cadre de contrepartie. Et alors, nous, on n'a jamais organisé de divertissement pour nos mécènes pour la simple et bonne raison que tous nos projets sont accessibles et gratuits à tous et que si cette condition n'est pas remplie, on ne fait pas de projet. Et donc, par définition, les projets, ils sont destinés au grand public et bien sûr que les mécènes peuvent y participer, mais finalement, ils peuvent y participer au même titre que le grand public. Donc ça, c'est la spécificité aussi de ce que nous, on a pensé dès le départ comme cadre pour Thanks, c'est-à-dire un projet ouvert à tous et gratuit pour tout le monde. Et est-ce que les artistes sont réticents, certains artistes sont réticents à participer à vos actions ou est-ce que globalement ils participent avec enthousiasme? Écoutez, non, on a eu beaucoup de chance et beaucoup de soutien depuis le début de nos activités, donc depuis 2017. Et c'est aussi pour ça que je le disais un peu en introduction, voilà, notre volonté, c'est de tracer ce sillon, de tracer de nouvelles lignes, on espère, dans le champ culturel et dans le champ de la solidarité. Et de fait, c'est aussi pour ça qu'après le premier projet We Dream, moi j'ai quitté mon job chez Chantal Crousel, non sans regret parce que c'est une femme admirable et que d'ailleurs vous pourriez peut-être inviter dans un débat. Mais c'est une femme admirable qui a une carrière extraordinaire. Elle fête actuellement ses 40 ans. Et travailler avec elle, évidemment, a été un enseignement énorme. Donc, j'ai eu du mal à quitter la galerie pour me dédier à 100% au projet de Thanks, mais nous l'avons fait dans une volonté collective parce que dès le début, on a vu à quel point le monde de la culture, le monde associatif venait aussi nous chercher à cet endroit-là comme intermédiaire, comme pont, comme lien social, comme lien de programmation, comme lien de visibilité, comme appui sur le plaidoyer dont je parlais aussi un petit peu plus tôt. Et finalement, beaucoup de gens, et je dirais aussi bien dans le secteur public que privé, nous ont soutenus. Et tous les artistes que nous avons sollicités jusque-là ont participé avec beaucoup d'enthousiasme, se sont investis parfois sur le temps long avec nous, ont pensé même des projets spécifiques. C'est le cas, je pense à Mélie Coagnan, qui avait participé justement au Pont des Échanges et qui a souhaité créer une œuvre pour Bibliothèques sans frontières et une œuvre qui aujourd'hui
navigue dans les camps de réfugiés dans lesquels interviennent Bibliothèques sans frontières. Donc, c'est une œuvre et un livre blanc qu'il a confié sous la forme d'une édition qu'on a produite à Bibliothèques sans frontières. Donc, en fait, il y a même un investissement qui peut parfois aller très loin et qui nous a encouragés dans cette dynamique. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'artistes étaient très heureux de participer. Thomas Hirschhorn, pour le mentionner aussi, a participé au premier colloque à l'École du Louvre, où il a abordé justement son travail grâce à cette plateforme qu'on avait créée sur la question de l'art et de l'engagement, et où il a parlé aussi des monuments qu'il avait créés. On peut parler du Gramsci monument qu'il a créé, où justement il questionne ce que c'est l'hégémonie culturelle, il questionne la participation du public. Dans tous ces projets, on peut penser au projet Flamme éternelle au Palais de Tokyo, où le public faisait l'œuvre, en fait, participait à la construction théorique sous la forme de colloques, à l'œuvre, mais à la participation aussi plastique au travail. Et donc voilà, nous, c'est aussi des artistes comme ça, je dirais, qui sont aussi dans les interstices de cette pensée interstitielle qu'on va chercher. Et peut-être que je terminerai sur ce point-là, c'est-à-dire que pour nous, l'interstice, évidemment, Marx s'est posé la question, Rosa Luxembourg se sont posé la question, comment face à une réalité on agit? Est-ce qu'on doit faire un combat politique révolutionnaire? Est-ce qu'on doit donc s'empêcher d'agir? Ou est-ce qu'on se place en pragmatique et en combat de la pensée pour tracer des lignes à l'intérieur d'un système? Et donc, c'est là que nous, on se positionne, dans cet interstice que les grands voisins et que le projet de la collective nous permettent de mettre en place, dans cet interstice du Palais de Tokyo, dans cet interstice de Sotheby's. Et moi, je pense que dans ces interstices, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et les artistes, évidemment, y contribuent, et avec beaucoup d'enthousiasme, et donc on en a été évidemment très heureuse. Donc l'heure est terminée. Marine von Schönbeck, est-ce que vous avez, en dehors de la collective, là, que vous préparez, est-ce qu'il y a des événements dans les mois qui vont venir que vous voulez annoncer, ou est-ce que vous consacrez à cet événement de la collective qui ouvrira, donc on le rappelle, en 2024? Alors, la collective va nous occuper beaucoup de temps, ça c'est certain, oui. Parce que là, on est vraiment à un tournant de notre structure et à un changement d'échelle qui est considérable pour nous, dans le sens où aujourd'hui, moi, je suis seule avec une équipe à mes côtés, mais nous ne sommes vraiment pas nombreuses. Et on doit passer en 2024 à une équipe de plus de 10 personnes qui gère un lieu de plus de 4000 m², avec un budget de fonctionnement, je ne l'ai pas dit, mais qui est de 2,5 millions d'euros par an. Donc voilà, c'est évidemment un changement d'échelle. Ça prend tout votre temps, oui. Très puissant. Donc on y passe beaucoup de temps, mais on va continuer à développer, bien entendu, les activités de Thanks. Il y a plusieurs projets qui sont en train de se dessiner cette année. On va reproduire le colloque sur l'art et l'engagement qu'on fera donc en 2021 pour la 4e fois, où on fait dialoguer aussi bien des artistes, des personnalités du monde de l'art et des représentants du monde associatif, là encore selon une égalité très horizontale. Donc ça, ce sera le cas. Et pour le reste des projets, moi, je vais être tout à fait honnête. Comme tout est compliqué en ce moment, je dirais qu'il y a 10 projets qui sont lancés et nous attendons en ce début d'année qu'ils se confirment. Mais comme tout avance à pas de chat, de tout petit chat, très, très prudent, eh bien, nous attendons des confirmations. Donc, le colloque du Louvre se tiendra. Et pour les autres projets, je vous les annoncerai, j'espère, on vous les annoncera, j'espère, très bientôt. Mais pour l'instant, on est dans une réalité, pour le coup, que tout le monde subit, c'est-à-dire un attentisme et un immobilisme qui est glaçant et qui interroge aussi sur la capacité des dirigeants et des directeurs d'institutions culturelles à aussi venir en ce moment agiter le débat politique en disant comment peut-on tolérer aussi longtemps la fermeture des établissements culturels? Et est-ce bien raisonnable? Merci Marine pour votre sincérité. Et puis, on souhaite le meilleur à Thanks for Nothing et on espère que tout va se mettre en place comme vous le souhaitez. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et à la semaine prochaine, donc avec Pascal Rousseau et Joris Lacoste sur l'hypnose. Au revoir Marine. Merci beaucoup Alain. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.